les concerts qu'on a organisés là cette année, les gens nous disent ça fait du bien de retrouver de la scène, de retrouver des artistes sur scène. Et les artistes nous disent ça fait du bien de retrouver le public. Les équipes techniques nous disent ça fait du bien de rebrancher des câbles et d'avoir du son et de faire vivre tout ça. Donc en tant qu'organisateur, ça nous fait du bien. Moi, mon métier, c'est d'organiser du commun. C'est de créer du commun, des espaces où les espaces-temps où les gens ils se retrouvent ensemble pour vivre des expériences, pour partager, pour se rencontrer. Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas vivre en ligne. On a beau nous vendre la lune, mais évidemment que c'est pas la même chose de vivre un live derrière un écran. C'est être interprète, être musicienne de scène et avoir ce partage avec le public. Du coup, jouer devant mon ordinateur, devant une caméra, moi je ne considère pas que c'est mon métier. Être sur scène, c'est un vrai partage, c'est une alchimie et clairement, on peut être sur scène sans public, ça ne fonctionne pas, et un public sans personne sur scène, ça ne fonctionne pas non plus. Maintenant, je dirais que oui, disons qu'avant le lockdown, etc., c'est effectivement l'endroit où on pouvait effectivement se produire, être payé pour le concert qu'on fait, par rapport à il y a 15-20 ans où faire un disque ramenait de l'argent. Les passages radio ramenaient de l'argent, et puis ici le streaming, effectivement, moi je compose, j'écris et j'arrange mes chansons, et il faut déjà streamer beaucoup de fois mes chansons avant que je gagne un spaghetti bolo. Quand même dans l'absence, je sens que tu es là. Je ne sais pas exactement combien je touche par streaming, mais je crois que c'est 0,001 ou 3, ou en tout cas il y a au moins un zéro après la virgule, ce qui fait quand même pas grand-chose quand on se dit que c'est un métier et que c'est avec ce métier qu'on doit vivre. On m'a proposé plusieurs fois de faire des concerts et j'ai refusé de le faire sous condition, évidemment, s'il y avait une prise claire, une prise de position claire du gouvernement par rapport à l'artiste, d'une subvention quelconque qui pourrait exister pour ce genre de concert, je le ferais volontiers. Mais la gratuité de la musique et la gratuité de l'artiste, c'est quelque chose qui me déplaît en général, ouais. Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Ah, vous êtes déjà quelques-uns, hein. On se retrouve pour le petit live du jour, du coup. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur ce qu'on pourrait jouer? Un petit boogie, ouais. Je vois qu'il y a pas mal de boogie, pourquoi pas. Alors...
faut être présent sur le streaming parce que quelque part, il n'y a plus beaucoup de magasins de disques. Donc pour aller chercher un disque, un vinyle chez un disquaire, il faut déjà être un artiste bien installé, en tout cas bien produit et bien distribué. Moi, je m'inscris plutôt dans un long terme, et donc cette consommation par rapport au support aussi est importante. Mais vivre sans le digital, je crois que c'est impossible. Ah ben complètement. Depuis effectivement que le disque a perdu complètement de sa valeur et qu'il y a plus de vente il y a plus autant de ventes de disques, c'est clairement la scène qui paye les artistes. Et il y a même un problème dont on ne parle pas souvent, c'est que la scène, les cachets sont de moins en moins élevés et qu'on est en train de diminuer les cachets partout du live, sauf que c'est un peu la dernière manière de gagner sa vie. Et du coup, si on perd la scène, effectivement, le streaming, ça ne rapporte rien, sauf si on arrive à passer en radio. Certains pays en Europe ont très tôt adopté le streaming. C'est le cas par exemple de la Scandinavie. Spotify est suédois et il faut savoir que le streaming représente pour certains labels scandinaves à l'heure actuelle 90% de leurs revenus. C'est nettement moins le cas dans d'autres pays. On peut prendre par exemple l'ex-Yougoslavie ou toute la zone des Balkans où Spotify vient seulement de se lancer ici en pleine pandémie. Le business de la musique, on peut l'appeler comme ça aussi, est un cercle vertueux, c'est-à-dire que chacun y a sa place et que personne ne peut réellement avoir un succès concret sans compter sur les autres acteurs du secteur. On se retrouve avec une sorte de chaîne dans laquelle on retrouve les maisons de disques, les éditeurs, les tourneurs, donc les agents de booking, les techniciens, les salles de concert et autres. Cette chaîne, elle est rompue vraiment en son milieu. L'aspect le plus visible, c'est le fait qu'il n'y a plus de concerts ou très peu de concerts, ou tout au moins plus de concerts tels qu'on l'entendait il y a encore 7 ou 8 mois. Ça veut dire pratiquement en fait que certains métiers plus invisibilisés de la musique sont tout simplement à l'arrêt. Avec cette transition de plus en plus fulgurante d'un monde physique qui était très simple en fait à comprendre. Il y avait des revenus des concerts, il y avait des revenus du merchandising, il y avait des revenus des gens physiques et il y avait éventuellement des revenus de l'édition. Ici, avec cet avènement du digital, non seulement on a des nouveaux métiers et le pitching le plus important à l'heure actuelle, c'est sans doute pour des maisons de disques de s'assurer que les artistes qu'elles défendent se retrouvent dans les playlists les plus importantes et les plus écoutées sur toutes ces plateformes, au détriment de certains métiers qui ont finalement de moins en moins d'importance. Je parlais de la distribution physique, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est en voie de disparition, on en est encore très loin, mais c'est un métier qui devient de plus en plus difficile à l'heure actuelle. Les distributeurs qui tiennent sont les distributeurs qui arrivent à faire de gros volumes, c'est-à-dire à distribuer un nombre de plus en plus important de clients. Finalement, en Belgique, la question du statut d'artiste est quand même particulière puisqu'on est reconnu comme statut d'artiste, mais en fait, c'est un statut de demandeur d'emploi. Donc, on limite quand même très très fort les possibilités d'expansion, possibilités de participer à d'autres projets, financièrement, je parle. On laisse beaucoup l'artiste dans sa condition, avec une reconnaissance qui est quand même en Belgique assez pitoyable. Donc, je pense que c'est de nouveau un tout. Valoriser l'artiste, valoriser la culture, valoriser la création, savoir que quand on est comme ça empêché d'aller à l'extérieur, d'aller boire des verres, de sortir, si on avait retiré cette musique, si on avait retiré les livres, les disques, la musique, la littérature, je pense qu'on ne serait pas mort du corona, mais on serait mort d'ennui, de tristesse, de chagrin. Donc voilà, remettre la culture au centre et la valoriser et la rémunérer à sa juste valeur, je pense que ça c'est important. La menace, elle est plus dans comment les pouvoirs publics et les autorités perçoivent nos métiers et comment ils nous considèrent comme utiles ou pas à la société.
En Belgique, là, sur les 4 mois du printemps, on a attendu 4 mois avant d'avoir des mesures d'urgence pour le secteur culturel. 4 mois, c'est 120 jours. Dire en urgence, il y a un rapport à l'urgence que je ne comprends pas, moi. Et c'est des milliers de personnes qui travaillent dans le secteur culturel, dans le secteur des arts du spectacle, dans le secteur de la musique. Et quoi, ces gens-là, ils sont sous le radar des politiques? Non. Là, il y a un problème. Donc la menace, elle est là, pour moi. Plus que sur l'arrivée du streaming, qui, en toute façon, il y a une lame de fond. Hein. Salut les abonnos, vous êtes déjà là? Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler des algorithmes. Le but d'un algorithme, c'est de proposer des options sur mesure qui facilitent le choix du consommateur. Il crée des bulles qui vont limiter l'exploration de nouveaux horizons. À force de comparer le passé et le présent, les algorithmes finissent par nous faire tourner en rond. Et ça crée un manque de diversité culturelle. Bah oui, au plus on écoute et regarde la même chose, au plus l'algorithme va nous proposer du contenu similaire. Laissez-moi vous expliquer par des chiffres. Aux États-Unis, aka the USA, 99% des écoutes se concentrent sur seulement 1/10 du catalogue Spotify. Et 20% des morceaux ne sont jamais écoutés. C'est ça, c'est pas fou? C'est normal si vous n'avez pas tout compris. Laissez-moi vous montrer un exemple. Oh, je vois que vous aimez l'homme pâle. Oui, je le sens. Les cartes essayent de me dire quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous aimez l'homme pâle, vous aimerez Angèle. Si vous aimez l'homme pâle, mais oui, bien sûr, bien sûr. Vous aimerez également Nekfeu. Je sens encore des choses. Les cartes essaient de me dire plein de choses. Je vous invite à venir la semaine prochaine pour discuter des films que vous aimerez, des destinations que vous aimerez. Oui, oui, plein de choses à dire, oui. Les algorithmes utilisés par ces plateformes sont très efficaces à partir du moment où ils ont énormément de data à se mettre sous la dent. On va même aller très rapidement plus loin. Se pose maintenant la question de l'intelligence artificielle dans la création musicale. On sait déjà que c'est le cas sur Spotify. Il y a des morceaux sur des playlists qui sont généralement plus des playlists d'ambiance. Il y a des morceaux qui sont créés purement par intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on a une AI qui va littéralement gober les données. Voilà, si cette personne ou ce groupe de personnes écoute systématiquement ces 5 morceaux-là, quelles sont les caractéristiques de ces morceaux-là, comment les reproduire. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est d'ailleurs étudié, je pense, depuis les années 50, que la majorité des hits dans le monde, en fait, correspondent à plus ou moins 8 ou 9 structures différentes. Il y a très peu de diversité réelle de composition dans les hits majeurs qu'on a eu dans le monde. C'est quelque chose qui va être incroyablement amplifié par l'intelligence artificielle, et ça va sans doute aller crescendo. Oui, mais ça, j'ai envie de dire, c'est tout le combat du digital, même au sens large. C'est cette collecte de données permanente qui donne un pouvoir à des forces un petit peu invisibles. C'est ce qui fait que vous avez des publicités qui sont mieux en mieux ciblées sur ce dont vous avez parlé ou ce que vous avez visité récemment. Effectivement, on a des algorithmes qui apprennent très vite et on a un risque réel d'uniformisation.
encore fonctionner vraiment à l'ancienne si tu as déjà une fanbase. Mais je pense que tu n'es pas capable de développer une fanbase aujourd'hui, en 2020, sans passer par ces outils-là. Je vois mal démarrer une carrière en disant je ne vais pas sur Spotify, je ne vais pas sur Deezer et je n'ai pas de réseaux sociaux. Vaste défi, ça. Est-ce que le digital peut apporter des solutions? Oui, mais globalement, elles seront très ponctuelles, elles ne remplaceront jamais cette expérience du concert telle qu'on l'a connue jusqu'à mi-mars. À cette époque-ci de l'année, un festival a très souvent déjà booké ses têtes d'affiche, mais va garder encore tout un espace pour justement cette activité musicale qui va se faire dans les mois à venir, histoire d'avoir à son affiche en juillet ou en août prochain tous les artistes qu'on va voir émerger entre maintenant et cette période-là. Ici, il y a fort à parier que ce ne soit pas le cas. De surcroît, on voit que les majors et pas mal de gros indés ont choisi de postposer les sorties d'albums déjà prévues pendant le semestre qui vient de s'écouler. Donc on va se retrouver avec une situation avec des salles qui auront des agendas pleins à craquer, une file d'attente de disques qui doivent sortir et où on va avoir une véritable guerre de l'espace médiatique en radio, en télé, dans la presse écrite, sur les blogs et les sites web, et on va avoir un effet retard. Mais après, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, tous ces live streams donnaient cette mauvaise habitude aux gens de se dire « Ah, bah, il n'y en avait pas beaucoup qui proposaient des prix libres, c'était vraiment gratuit. » Et donc de se dire « Ah, bah, en fait, ça va, on a accès à la culture gratuitement. » Et ça a vraiment donné cette mauvaise habitude qui rentre dans un cercle. Enfin, ouais, on est de nouveau rentré dans un cercle sans fin de « Ah, bah, finalement, c'est gratuit, donc il n'y a pas besoin de spécialement rémunérer ni les artistes, ils le font quand même d'eux-mêmes en fait, donc s'ils le font eux-mêmes. Pour moi, c'est un cercle sans fin, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour les cachets en live, il y aura toujours des gens qui vont accepter de le faire, alors qu'en fait, on devrait vraiment se fédérer en tant que musicien et dire stop. On ne veut plus ni des cachets qui sont presque insultants, ni de plateformes de streaming. Et puis voilà, ça nous met de plus en plus dans des situations précaires. On ne peut pas continuer comme ça, quoi. Moi, je suis là en tant que directeur de francophone et je suis aussi actif au sein du FAKIR, la Fédération des auteurs, compositeurs, interprètes réunis. Et on a vu des collègues dans d'autres professions de la musique se regrouper. Je pense aux managers, aux bookers, je pense aux attachés de presse notamment. On parle même aujourd'hui de fédération de festivals, enfin. Donc voilà, il y a des mouvements de regroupement de corps de métier. Et tout ça s'est mis sous un chapeau qui s'appelle le CCMA, Comité de concertation des métiers de la musique. Et l'intérêt du CCMA, c'est d'être un porte-voix en fait, de tous ces métiers de la musique, éditeurs, musiciennes, musiciens, attachés de presse, labels, managers, etc. Tout le monde parle d'une même voix, amène sur des problématiques communes et porte un discours collectif aux institutions et aux politiques. Donc c'est un phénomène, c'est un moment historique, je crois, dans nos métiers, c'est d'avoir enfin une voix qui parle au nom de tout le monde en ayant travaillé le discours pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on dit, quoi. Moi j'aime bien faux, pas de problème. La SABAM a vraiment fait une très très grosse clarification à ce sujet au mois de juillet. Il y a une petite somme forfaitaire et le reste est basé sur le reste de la rémunération est basé sur le nombre de personnes qui la visionnent. Là, on parle de concerts qui sont purement et simplement gratuits, c'est-à-dire que je peux le voir par exemple sur Facebook. Donc cette grille-là, elle est très transparente, elle ne s'adresse bien entendu que aux artistes qui ont confié la gestion de leurs droits à une société de gestion collective, donc que ce soit la SABAM en Belgique ou la SACEM en France, Buma Stemra aux Pays-Bas, etc. Si je suis artiste et ce soir je joue à l'Ancienne Belgique, il faut savoir que l'Ancienne Belgique paye une somme qui correspond à mes droits de performance ce soir-là, pour laquelle je toucherai une rémunération en plus de la rémunération contractuelle qui est prévue. Donc là aussi, on a une multiplication des canaux de revenus, mais il y a une grille de rémunération qui est prévue pour le live streaming et qui est disponible sur le site de la SABAM très facilement. Le Parlement européen a voté il y a un peu plus d'1 an une directive sur le droit d'auteur
qui force désormais en Europe toutes ces plateformes à avoir un accord de licence avec les sociétés de gestion collective. L'idée globale était que chacun, en fonction de sa taille, devrait payer une somme relativement conséquente qui irait à la rémunération des artistes. Reste encore à voir quelle va être la réaction aussi de ces plateformes, puisqu'il y a déjà pas mal de menaces. On sait que YouTube notamment s'est déjà beaucoup agité sur le sujet. Donc on peut espérer une augmentation minimale du revenu du digital, mais on sera encore très loin d'une situation où on peut espérer voir pléthore de nouveaux artistes émergents réellement vivre de leur musique. Il y a aussi pas mal de limitations d'accès pour les plus petits artistes à pas mal de ces plateformes. Par exemple, la question de la rémunération des vidéos sur YouTube, le fait que quand vous allez aller voir le clip vidéo d'un nouvel artiste sur YouTube, de savoir si vous allez avoir une publicité avant ou pas, et de qui va bénéficier des revenus de cette publicité, eh bien, il faut un certain nombre de vues mensuelles et un certain nombre d'abonnés sur sa propre chaîne YouTube pour que la monétisation, comme on l'appelle, puisse être mise en place. Or, ces chiffres-là sont déjà des chiffres, ces chiffres d'accès sont déjà des chiffres qui sont éliminatoires pour pas mal d'artistes en Belgique, ce qui veut dire que même si leur musique est effectivement disponible sur YouTube, pour pas mal de gens à l'heure actuelle encore, ça signifie absolument zéro revenu. Je pense qu'il y a cette anecdote d'une artiste là, indie folk américaine là, qui faisait un live, et puis il y a deux jeunes qui sont venus la voir après le concert en disant « Est-ce que tu peux nous donner ton CD parce qu'on a beaucoup aimé ton travail et ton concert ?» Et quoi? Et la valeur de l'objet, la valeur du travail en fait. Tu peux nous donner ton CD? Non, je le vends. Mais il y a un rapport là à une génération aussi peut-être sur l'acte d'achat de la musique. L'acte d'achat d'objets musicaux, ça c'est déjà encore un disque ou que ce soit un vinyle ou un support, c'est déjà un gros sujet aujourd'hui. Même si le vinyle reprend le dessus, mais l'acte de payer pour aller consommer de la musique, ça a été tellement dilué ça par les majors et les grands que les artistes indépendants aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à faire rentrer de l'argent sur leur travail. Donc c'est l'enjeu et le défi pour aujourd'hui et demain, c'est comment tu continues à vivre de ton travail dans un contexte où tout est en plein bouleversement. Voilà, dans une salle de concert, il y a des émotions, il y a le son, les ondes sonores, elles viennent te frapper physiquement. Il y a un truc de basse batterie qui vient te toucher là, et que tu n'as pas derrière ton écran chez toi. Enfin, il y a 0,02% des gens qui regardent avec un vrai système son qui permet d'avoir un truc avec des basses et des... Autrement, tu es derrière un smartphone ou avec tes petites enceintes d'ordinateur, donc non, en fait, c'est une autre histoire, le streaming, mais c'est pas la même. On peut pas dire qu'on remplace un festival et des concerts, pour nous, hein, par basculer sur du streaming. C'est pas le même métier, c'est pas la même histoire. J'allais plus loin. Moi, j'ai du mal à visualiser ce qui va vraiment se passer dans le futur à tous les niveaux. Et j'ai très peur en fait des séquelles qui vont rester d'une part humainement avec le confinement, oui, au niveau de la numérisation musicale, au niveau des concerts. Les gens prennent très vite, moi j'ai été impressionnée de voir à quel point les gens prennent des habitudes sans les remettre en question. Et ça me fait très peur, sachant qu'il y a clairement des gens haut placés qui n'aiment pas la culture de la réflexion, qu'on est complètement... Enfin voilà, c'est déjà des endroits culturels qui n'ont pas beaucoup de moyens. J'ai vraiment peur de tout ça et d'à quel point les gens vont prendre aussi l'habitude, par exemple avec les live streams, que c'est pratique, c'est gratuit, on ne doit plus bouger de chez soi. Les gens prennent aussi de la mauvaise habitude. On a vu, c'est le cas avec les MP3 qui compressent complètement le son, alors qu'on partait du vinyle et puis il y a eu les disques. On a perdu en qualité sonore et tout le monde
tout le monde enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens trouvent ça normal, n'ont pas entendu la différence. Et donc les live streams, le son est pourri, c'est gratos, on peut rester chez soi. Bon, il n'y a pas le contact humain, mais finalement, et j'ai vraiment peur que ces habitudes restent. Mais voilà, c'est aussi à tous les niveaux de la société. Moi, je suis très inquiète pour le futur. Et je ne suis pas très optimiste. Enfin, j'ai vraiment peur que des choses comme ça s'installent et que ça devienne presque de la résistance de faire de la culture de réflexion, quoi.